Pistonnés, l'émission qui déboule comme une Golf GTI dans ton salon, dans ta chambre et parfois même dans ton bureau, voire dans ton auto. Bienvenue en tout cas pour ce mag du mercredi qui sort le mercredi mais qui est à consommer sans modération à toute heure de la journée et de tous les jours de la semaine bien sûr. Gros débat aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va pas faire d'ellipse, parler de 10 000 sujets. On va se laisser le temps pour parler de Daniel Ricciardo. C'est peut-être la dernière fois, c'est sans doute la dernière fois qu'on parle de Daniel Ricciardo dans les Pistonnés. Ah bon? Tu penses qu'il y aura d'autres choses à dire après cette émission? On sait jamais. On sait jamais. Peut-être une écurie qui aura besoin Ne crachons pas sur le futur. Marketing. Ouais, genre Audi. Ouais, c'est vrai. qui sait. Ouais, c'est vrai, exactement. Daniel Ricciardo, clap de fin, les gars. Clap de fin, normalement en tout cas. Ouais. Non, mais il y a un débat qui arrive, on va en parler pendant le débat. Mais en fait, je me sens tellement sûr de ça. Moi, encore une fois, T'as un doute? J'en ai pas la certitude. Ouais. Même s'il quitte aujourd'hui la F1, on en parlera dans le débat. Ok. On en parlera dans le Enfin, débat. en tout cas, tout le pataquès qui a été fait montre Oui. que visiblement, il est sur le départ, voire en phase terminale de quelque chose, parce que c'est un truc de fou là. Même Alonso a pas eu des adieux pareils, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est assez dingue. Ah, parce qu'il les mérite pas, Alonso. Non, bah non. Ouais. C'est un petit pilote. Là. Non, c'est Un petit pilote. même moi je le dis. Tu vois. Tiens, en Big 2024, quand même, Daniel Ricciardo, à un moment, c'est quelqu'un. On a appris d'expression aujourd'hui. Ouais. Merci à la jeune génération qui tweet et qui nous apprend toujours des choses. Le débat, les gars, on va essayer de le faire, ce débat autour de Daniel Ricciardo. Évoquer la perspective, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, c'est important de le dire, il n'y a pas eu encore de communication officielle sur le fait que Daniel Ricciardo part, mais il y a eu beaucoup d'indices, en tout cas sur ce week-end, concernant le fait qu'on pourrait ne pas revoir Daniel Ricciardo à Austin. Donc on parlera de cette fin d'histoire et savoir est-ce qu'il méritait peut-être une meilleure sortie. Et puis dans un deuxième temps, on parlera du bilan un petit peu de la carrière et quelle trace il va laisser dans l'histoire de la Formule 1. Ricciardo, le clap de fin. Il y a eu des rumeurs en arrivant à Singapour, rumeurs, on le rappelle, qui a été lancées d'ailleurs par Ralf Schumacher, du fait que Daniel Ricciardo soit remplacé par Liam Lawson à partir du Grand Prix d'Austin. Ricciardo, voilà, c'est ce que je viens de dire, pardon. Des réponses sans équivoque jeudi aux médias Day. Alors c'était assez intéressant parce que Daniel Ricciardo s'est présenté devant les médias du monde entier, accompagné de l'attaché de presse de Racing Bull, mais accompagné aussi de l'attaché de presse de Red Bull Racing, le big attaché de presse. Donc là, encore une fois, un indice de plus. L'émotion à l'arrivée, on l'a vu, cette caméra dans son baquet, où il a pris énormément de temps avant de sortir de la voiture, pris par l'émotion aussi en interview. On a vu quelques larmes, là, pour le coup, c'est vrai que c'était quand même assez attendrissant. La haie d'honneur aussi chez Red Bull, dans le le regard Il y en a un qui n'est pas, il y en a un qui n'est pas vraiment touché par ses adieux. La haie d'honneur chez Red Bull, les propos de Laurent Mekies qui explique que justement on lui a offert la possibilité d'aller faire le meilleur tour parce que c'était sans doute son dernier Grand Prix. Et la question, les gars, que j'ai envie de vous poser avant de tirer le bilan de cette carrière, est-ce qu'il méritait pas quand même une sortie un peu plus honorable, ou est-ce que non, quelque part, au vu de ses performances cette année, il fallait qu'il dégage Mais ça le veut plus dire possible. quoi, une sortie plus honorable? Un peu plus de respect, c'est-à-dire qu'il finisse la saison. Ok. Non? Bah, je sais pas, si tu prévois de mettre Liam Lawson et que t'as envie de l'entraîner, enfin, encore une fois, je veux bien qu'on doive mettre du respect sur le nom de Daniel Ricciardo, parce que ce n'est pas n'importe qui que c'est un vainqueur de Grand Prix et qu'il a fait les beaux jours de Red Bull à partir du moment où Sébastien Vettel n'arrivait plus à s'accommoder de la Red Bull à partir de 2014. Qu'il a repris le flambeau et qu'on a mis sur lui l'étiquette d'un numéro 1 chez Red Bull, qui a fait match avec Max Verstappen tout au long de sa présence à ses côtés. Maintenant, c'était il y a 6 ans. Quoi. En fait, la question, c'est ça. C'est par rapport au statut dont bénéficie et jouit Daniel Ricciardo en Formule 1 depuis des années, le fait que sa carrière s'arrête en cours de saison. Qu'est-ce que ça dit de Daniel Ricciardo et est-ce que cette fin d'histoire n'est pas un peu brutale? Bien sûr que te faire couper en milieu de saison, en fin de saison, c'est brutal. Encore une fois, Red Bull est une écurie pragmatique. Oui. C'est quoi la répartition des points chez Racing Bull, rappelez-moi? 70-30 Sachant que il se tâtait déjà à garder Tsunoda ou non. 22-12. Ah. C'est un peu plus mesuré. Bah non, 2 tiers, 1 tiers. Quoi. Je rigole. C'est 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est pas une fessée d'une extrême violence. Mais quand tu te bats pour des tout petits points, en fait, si. C'est-à-dire que tu serais à 220 à 190, je dis pas, parce que les points ça monte vite, ça descend vite, etc. Mais là, en fait, Tsunoda, il est largement meilleur que Daniel Ricciardo cette saison. Alors après, je trouve que Tsunoda a aussi haussé son niveau de jeu cette saison.
avec une voiture qui est beaucoup moins facile que ce qu'elle pouvait être en 2020-2021, pas 2022 d'ailleurs, mais à ce moment-là, on va dire. Mais il faut pas décorréler les performances actuelles de Daniel Ricciardo. Et quand je dis actuelles, on parle pas des 6 derniers Grands Prix, quoi. On parle de... Allez, on va enlever Renault, parce que Renault, c'était quand même bien. Ah oui, la deuxième saison. Il y a une phase d'adaptation, même la fin de la première. Il fait... Quand est-ce qu'il fait son podium ? C'est la deuxième année. Deuxième année ? Ouais. Il y en a pas un à la fin de la première ? Non, la fin Ou il y a de des la quatrièmes places, Il y a peut-être. beaucoup de quatrième places, et en fait, c'est 2020 qu'il arrive chez Renault. 2019, t'as raison. Et 2020, la voiture est vraiment faite, on va dire, par rapport Première à son saison, il skill de fait pilotage. 4ème à Monza. Ouais, c'est ça. C'est sa seule 4ème. En fait, dites-moi vraiment, si vous pouvez considérer que c'est sa carrière qui mérite une sortie plus honorable. Mais en soi... En fait, excuse-moi de te couper, mais c'était plus, en fait... Elle peut surprendre cette sortie en cours de saison, parce que je vous rappelle qu'il y a 6 mois, on était plutôt à envisager le fait qu'il puisse remplacer Sergio Pérez au sein du giron Red Bull. Pour quelle raison ? Quand on commence la saison 2024, quand on commence la saison 2024, on est plus là à se dire, tiens, on va voir si Ricciardo peut aller chipper le siège de... Enfin, on s'attend peut-être pas à ce que Ricciardo se fasse poutrer par Tsunoda, on s'attend peut-être pas à ce qu'il n'ait pas les moyens d'aller chercher le siège de Sergio Pérez, et on s'attend sans doute pas à ce qu'il soit coupé en cours de saison. Moi, je pense qu'il y a une erreur dramatique dans cette affaire pour Ricciardo. C'est que Ricciardo, quand il a essayé la Red Bull à Silverstone en mi-2023, il est stratosphérique. Pourquoi ? Ce que nous dit Christian Horner. Paraît-il. Ouais, c'est ce que nous dit Christian son avocat. Non, mais ce que je veux dire, c'est le paraît-il, c'est pas. Je soupçonne pas de mensonge. Non. Je demande juste dans quelles conditions. Oui, mais il a fait le test avec comparé à, non ? Je me souviens plus, mais il a pas fait le test. C'est ce qu'avait dit Christian Horner. Il avait dit il est pas loin des temps de Max Verstappen. Après, Jacques Villeneuve aussi roulait aussi vite qu'Esteban Ocon. Hein. Et oui, je pourrais être dans l'Alpine. Mais là où je trouve qu'il y a une erreur dramatique, c'est que, mais dans la carrière de Ricciardo tout court, hein, c'est que cette Red Bull, il va comme un gant dans sa conception et que pas les autres voitures. Et que du coup, bah forcément, est-ce que chez HRT, il était bon ? Tu peux pas le savoir parce qu'il était sur une HRT, donc tu peux rien comparer. Que son coéquipier, c'est pas non plus une référence à ce moment-là. Que quand il est chez Toro Rosso, on le choisit lui vis-à-vis de Vergne pour des raisons extra sportives. C'était déjà le cas en F3 et Helmut Marko le cache pas trop. Et quand il arrive chez Red Bull, la monoplace, elle lui va. En fait, c'est une voiture qui est forte sur les freins, qui est forte sur l'avant, qui est très nerveuse justement et qui lui convient parfaitement. Les voitures qu'il a eues après, la Renault tendait un peu vers ça d'ailleurs, mais les voitures qu'il a eues après ne vont pas à son pilotage, lui ont fait perdre la confiance, est entré dans une spirale négative. Et du coup, pour moi, l'erreur entre guillemets, même si c'est absolument pas faisable à l'instant où il aurait fallu le faire, c'est de ne pas l'avoir remis chez Red Bull pour voir avec cette voiture-là. Parce que je pense que sur cette voiture, c'était peut-être jouable de faire quelque chose de sa carrière. C'était manifestement le plan de Red Bull. Au moment où Pérez est sur la sellette cet été, et que paraît-il, il a été prolongé parce qu'ils ont peur pour la sécurité des pilotes au Mexique. Manifestement... tu sais, une gourmandise chocolatée. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Et là, je redeviens premier degré. Si vraiment Pérez, à ce moment-là, était si proche de la sortie et qu'il y a eu une intervention extérieure ou qu'à la dernière minute, finalement, on a permis à Pérez de conserver sa place, c'est Ricciardo qui était censé reprendre Red Bull. Oui. Donc là aussi, à quelle vitesse va le monde du sport de haut niveau, la F1 et encore plus chez Red Bull. Il y a 2 mois, on parle du futur coéquipier de Max Verstappen. Clairement. 2 mois plus tard, il a plus de baquet en Formule 1. Non, parce que Sergio Pérez amène d'autres garanties marketing que Ricciardo amène aussi. Et que Verstappen n'étant visiblement plus sur un départ potentiel par rapport au début de saison, le line-up il se sécurise et à partir de là on dit on va pas prendre le risque de faire ça. Mais le choix de Daniel Ricciardo de partir en 2018 a tué sa carrière, mais ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Oui, mais on le dit après coup. Bah, on le dit après coup forcément.
Mais sur le moment, tu te dis pas, c'est un choix dramatique de Ricciardo. Et c'est ce qui, pour moi, du coup, l'a rendu pas banal, mais la sortie de la catégorie des top pilotes. Dans le sens où Daniel Ricciardo n'a jamais réussi à avoir le niveau qu'il a montré durant ses 5 saisons chez Red Bull, je sais plus. 5. Durant ces 5 saisons chez Red Bull, ailleurs. Monza est un épiphénomène de la McLaren qui est performante et qu'il passe Norris. Mais sinon, le reste du temps, pendant ces 2 saisons chez McLaren, il se fait atomiser la tête. Et à partir de là, il n'y a plus de Daniel Ricciardo. Donc en fait, on n'est pas sur un pilote qui, à un moment donné, a perdu la motivation, qui, à un moment donné, en fait, a fait 2-3 mauvaises courses. On est sur un pilote dont la carrière a brusquement et totalement chuté et qui en revient maintenant à poser la question de quel a été son réel niveau tout au long de sa carrière. Et je pense que la fusion qu'il avait avec cette Red Bull, non pas surcoté qui il était, mais en tout cas était le point d'orgue de ce qu'il pouvait faire en Formule 1. Et Dieu sait qu'il en a fait des choses incroyables avec cette Red Bull. La victoire en Chine, elle est folle. Sa première aussi, il a quand même 8 victoires. Il me semble que c'est supérieur à Sergio Pérez. Supérieur à Charles Leclerc d'ailleurs aussi. Son passage chez Red Bull, à un moment où Red Bull est en transition et lui va gagner des courses alors que Sébastien Vettel n'y arrive pas. Il fait quand même 3e au championnat du monde en 2014 et en 2016. 3e au pilote, c'est-à-dire qu'il est derrière les 2 pilotes Mercedes. Donc c'est l'homme après les dominants. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'oublier, ça c'est clair. Mais il ne faut pas oublier cette fusion qu'il avait avec cette monoplace qui fait qu'elle était exactement ce qu'il attend d'une monoplace. Et là où du coup il faut essayer de juger Daniel Ricciardo dans son ensemble, c'est de se dire, moi ce que je vois, c'est qu'à aucun moment il n'a réussi à piloter une autre monoplace que celle-là, mis à part la Renault, à peu près. Quelle est la part du mental là-dedans ? Quelle est la part justement du fait qu'il n'ait jamais eu l'agilité de changer de type de monoplace ? Aujourd'hui, quand tu compares un Daniel Ricciardo avec un Carlos Sainz par exemple qui a fait 8 écuries, enfin je dis 8, 5, et qui a été performant dans toutes, pas forcément à un niveau d'étoile que Ricciardo a pu prouver chez Red Bull, cela dit. Mais aujourd'hui, quelle est ta valeur sûre ? Est-ce que c'est illogique que Daniel Ricciardo sorte et part à la petite porte ? Non, il a fait quoi ? Il a fait du coup Toro Rosso, pas magique, mais présent. Renault, pas magique, mais tirant l'écurie vers le haut. McLaren, inexistant. AlphaTauri Racing Bull, inexistant. Red Bull, bien. Sur 5 écuries, et je ne vais pas prendre la cherté dans le lot, sur 5 écuries qu'il a pu faire, il y en a 3 où on ne le considère, non, même 4, il y en a 4 où on ne le considère pas a posteriori comme un World Champion matériel, justement. Je vais même te dire que, petite parenthèse, dans ces cas-là, partons même sur le bilan tout de suite de la carrière de Daniel Ricciardo, à moins que Hamza, tu veuilles rajouter quelque chose sur le clap de fin et sur Renault, la rigueur de Singapour. Moi, j'ai une lecture différente déjà. Sur le clap de fin ? Vas-y. Plutôt sur la carrière, mais si tu veux qu'on reste sur le clap de fin. Non, mais vas-y, avançons. On évacue le clap de fin. Le petit regret, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, Red Bull est dans une optique de mettre Liam Lawson pour le tester. Oui. On écarte Ricciardo pour tester Liam Lawson. C'est pour ça pourquoi, depuis tout à l'heure, je vous fais la réflexion. Moi, je ne suis pas sûr que demain, Ricciardo ne reviendra pas. Oui. Si Liam Lawson déçoit jusqu'à la fin de la saison, ce sera parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que chez Red Bull, Liam Lawson est une épine dans le pied. Voilà, c'est qu'on a un pilote qu'on a eu bon sur 4 courses, qui a une clause dans son contrat, donc on se sent un peu obligé, forcé de lui donner, tant mieux, de lui donner la place, attention, de lui faire de la place. Mais si Liam Lawson ne performe pas, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que chez Red Bull, ce sera l'opportunité parfaite pour ne plus lui donner sa chance en tant que titulaire et ne plus le considérer comme un pilote à terme titulaire chez Red Bull ou chez la petite sœur. Ça ne ramène pas Ricciardo, il y a Isaac derrière, on est d'accord. J'en sais rien. Moi j'en sais rien. Il y a le cas Pérez, ah mais non, il a prolongé, j'ai une bêtise. Moi j'en sais rien. Et Pérez, pareil, il a prolongé. Il est confirmé jusqu'à la fin de saison, prolongé en contrat Red Bull. Je sais pas si la saison prochaine, Pérez, il n'est pas viré cet hiver. Encore une fois, il y a trop d'inconnus autour de plusieurs pilotes. Tsunoda, rien ne me dit que Tsunoda, finalement, pour sa dernière année, il ne serait pas promu. J'en sais rien. Ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, la situation, elle est telle que Ricciardo se retrouve coincé par la situation contractuelle de
Liam Lawson. Mais dans le même temps, et là je rejoins Brice, le petit regret c'est de ne pas avoir finalement testé Ricciardo chez Red Bull de la même manière que tu vas tester Liam Lawson chez Racing Bulls. Voilà, c'est la petite nuance. Après sur son départ, oui, tu peux comprendre les émotions parce que mine de rien c'est un pilote qui a compté sur ses 13 saisons complètes si on additionne la moitié de 2011 et la moitié de 2023. Mais c'est un pilote qui a compté d'ailleurs. Mais là on va parler du bilan et j'aurai une question à vous poser parce que je suis incapable d'y répondre à cette question. Tout à l'heure tu parlais de l'émission des chapeaux. Si on devait faire un chapeau sur tous les pilotes de F1 2011-2024, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas chapeau. Ah non, c'est sûr. Ouais. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'est pas chapeau 2. Il sera soit fin. Et en fait, c'est où ? C'est chapeau 2, chapeau 3, hors chapeau. Je sais pas où le placer, où le situer. Parce qu'effectivement, une fois que tu enlèves les cracks du chapeau 1, les dominants, etc., où le mettre par rapport à. Moi, je trouve que c'est un peu un ovni. Hein. Dans les 15 dernières années. Alors après, j'ai pas refait la carrière de tous les pilotes, on est bien d'accord, mais sur l'impression comme ça. Dans les pilotes qui ont entre 5 et 10 victoires, combien te laisse ce sentiment d'avoir eu un pic de carrière où tu te dis il sera champion du monde et un bas de carrière où tu te dis qu'est-ce qu'il fout encore là ? Combien ? Raikkonen. Non, arrête. La deuxième partie de carrière de Raikkonen, il est battu par ses coéquipiers, certes, mais en attendant, la voiture, il l'amène quand même. Ouais, mais moi j'ai l'impression d'un Raikkonen qui est là un peu par obligation. Raikkonen a eu des je veux même pas parler d'Alpha sur sa phase McLaren quand même. Non mais Lotus, son retour chez Lotus, son retour chez Lotus extraordinaire, fantastique. De 2014 à 2016 ça va pas, mais 2017-2018 chez Ferrari, il est très bon. Ce que je te dis, c'est que Kimi Raikkonen chez Ferrari était devenu un pilote qui pour moi, tu le rentrais dans la voiture, il faisait le job mais sans éclat. Et la fin chez Ferrari surtout. Non mais Ricciardo fait pas le job, c'est ça le truc aussi hein. Mais il fait pas le job, il fait pas le job en fond de grille. Le truc c'est que Raikkonen a été champion du monde. Même avec la McLaren, il fait pas le job. Tu peux comprendre qu'après avoir atteint le but d'une vie, il puisse y avoir du relâchement. C'est vrai que Ricciardo, il y a peu de points de comparaison. Raikkonen, c'est 21 victoires, c'est pas pareil non plus quoi. C'est un titre de champion du monde. Je te parle de la fin. C'est se battre pour le titre pendant 10 ans. La différence entre le sommet et le bas. Oui, non mais je réponds à ta question. Oui, bien sûr. Après, il fait pas partie des 5 à 10 victoires. Mais si on élargit, moi de toute façon sur les statistiques, je suis mauvais, donc je suis incapable de dire si un tel il a 12 ou 7. Mais moi je sur l'impression, Raikkonen, il m'a laissé une impression un peu similaire, même si Ricciardo c'est démultiplié. Mais il y avait un dilettantisme chez Raikkonen que tu ne sens pas chez Ricciardo. Et Ricciardo, t'as l'impression qu'il n'y arrive pas, point barre. Ouais, c'est vrai. On a toujours mis la baisse de régime de Raikkonen au fait de dire je suis là pour un hobby et je suis pas là pour impliqué, et à partir du moment où la voiture elle se bat pas pour les victoires, je vais pas me battre. Et en l'occurrence, à partir du moment où la voiture était meilleure en 2017-2018, Raikkonen a haussé son niveau de jeu à mort parce qu'il dit je m'en fous de jouer pour la 5ème place. Moi je gagne ou je suis pas là, j'en ai rien à foutre. Ce qui d'ailleurs a été bien problématique. Mais du coup, Ricciardo, on a vraiment ce sentiment que il y a le passage chez McLaren l'a détruit, mais l'a détruit. Enfin, en fait, moi j'ai vu son cousin en fait. Ah, clairement. Parce que chez Renault, encore une fois, il fait 2 saisons, 3 saisons, 2 saisons, où on comprend parfaitement qu'il intègre une écurie qui est en haut de milieu de grille, qu'il est là pour construire un projet et qu'il est là pour amener Renault vers le haut, qu'il y aura forcément des couacs, mais en attendant. Comparé à Nico Hülkenberg, il est présent. Comparé à Esteban Ocon, il est présent. Là, il les bat tous les deux. Oui. Et il va faire ses podiums. Grand Prix de l'Eiffel aussi, je me souviens. C'était... Mais on avait Ricciardo, quoi. Quel est le degré de responsabilité de Daniel Ricciardo sur ses choix de carrière ? Il y a Red Bull qui est totalement de son fait, le départ de Red Bull, mais pour moi, c'est pas le tournant. Le tournant, c'est son départ de Renault. Sauf que, encore une fois, je dis ce que je dis depuis des années sur ce cas-là. Le départ de Ricciardo de Renault, c'est parce qu'il y a une incertitude quant à l'avenir de Renault en Formule 1. Donc, au début de sa deuxième saison, on est en quelle année ? 2021 ouais, c'est ça. Non, 2020. Il annonce son départ pendant le Covid. Ouais. Ok, donc lorsque début 2020, alors qu'il n'a pas débuté sa deuxième saison et que c'était le pilote sur lequel Renault avait investi déjà complètement. Il avait un salaire de champion du monde monstrueux, 20 millions d'euros par an. Lorsqu'à ce moment-là, il quitte Renault, alors qu'il y a eu une première année
pas compliqué, mais d'adaptation. Rappelle-toi son premier Grand Prix à Bahreïn où les freinages au virage 1, il l'amenait à la sortie du circuit. Bah pourquoi ? Bah oui, mais c'est ça, c'est que, encore une fois, Ricciardo s'adaptait à Renault, Renault s'adaptait à Ricciardo, et c'est un mélange qui était en train de prendre progressivement pour arriver sur la saison 2 qui a été celle de l'explosion entre guillemets chez Renault. Sauf qu'à ce moment-là, il avait déjà pris sa décision de quitter le Renault parce qu'on ne savait pas si l'année suivante Renault était encore ou pas en Formule 1. Mais mine de rien, on peut pas lui reprocher d'avoir quitté Renault. Mais en même temps, pour moi, c'est le tournant de sa carrière. Parce qu'effectivement, qu'aurait pu donner Ricciardo sur une 3e saison lorsque Alonso le remplace, on ne le saura jamais. Mais peut-être que la suite de carrière où on retrouve un Ricciardo qui revient progressivement vers le haut du tableau, le haut du panier, bah c'est ce qu'on n'a pas connu chez Renault. Parce qu'effectivement, après, chez McLaren, tu repars de zéro. Donc l'année 1 qu'il a connu chez Renault, on repart de zéro chez McLaren. Quelles sont les raisons du départ de Daniel Ricciardo de chez Red Bull ? Bah justement, Verstappen, l'avènement de Verstappen. Pourquoi tu vas chez McLaren ? Ou à ce moment-là, on va pas considérer Norris qui en a mis 2 ou 3. Mais à ce moment-là, chez McLaren, il y a une pépite dans la maison et la pépite, on veut la faire éclore. Est-ce qu'il a le choix à ce moment-là, les gars ? Déjà, c'est ça le truc. Est-ce qu'il a le choix ? On en parlait chez Ferrari. Alors justement, ça c'est. Non, mais à ce moment-là, il peut aller chez Red Bull. Tu sais, c'est là-dessus que je voulais vous relancer et après je vous reposerai une question. On repartira un petit peu plus dans le passé avec une question qui pour moi me semble essentielle pour avoir un regard sur la carrière de Daniel Ricciardo. Tu sais, quand Vettel part de chez Ferrari, quand c'est annoncé, à l'époque, sont en balance Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. On connaît les origines siciliennes et calabraises des parents de Daniel Ricciardo et tout le monde disait mais oui, c'est l'association que tout le monde veut voir, etc. Et ça nous avait tous surpris que Ferrari choisisse Carlos Sainz. On en avait parlé en émission. Je me rappelle même que Piero De Piero nous avait dit en émission que Leclerc avait choisi un peu plus Sainz que Ricciardo. On n'a jamais eu la confirmation de cette info, mais ça nous avait surpris. Ça nous avait surpris. Et quelques semaines après, qui était venu sur notre plateau ? Monsieur Jean-Louis Moncet. Et Jean-Louis Moncet vous avez dit ceci à l'époque. On reviendra peut-être sur Ricciardo, mais Ricciardo dans le paddock, il est souriant, il est sympa, etc. Mais ne le croyez pas que ça passe toujours auprès des gens. Beaucoup de médias et beaucoup de gens dans les équipes estiment qu'il est, les Anglais disent overrated, surcoté. Et que ça, c'est finalement, il a montré quand même, parce que Norris c'est un jeune par rapport à Daniel. Voilà les propos de Jean-Louis Moncet. Donc on a vu ces deux faits, le départ de Vettel, les propos de Jean-Louis Moncet qui nous avaient donné peut-être, quand on fait la corrélation sur le côté surcoté et le fait que Ferrari ne le choisisse pas à ce moment-là alors qu'il avait quand même une valeur marketing et encore un petit peu le vent en poupe, on peut avoir une première explication. Quand on retrace la carrière de Daniel Ricciardo, regardez avec ce tableau et ses différents points, vous avez abordé une grande partie des points. Alors ça c'est les stats, on va plutôt mettre, excuse-moi, le tableau et les stats les gars en régie. Vous pouvez la jouer sur tous les propos de chacun de cette émission quand vous voulez. Donc on rappelle, passage de la Formule Renault à HRT directement en Formule 1, sans passer par la case F3, F2. Le chouchou de l'Académie Red Bull, tu l'as dit, le fait qu'il ait été, on va dire, poussé par Red Bull, par Helmut Marko, aux dépens de Jean-Éric Vergne, alors que le niveau de performance n'était pas forcément, il n'y avait pas un delta énorme. Et surtout, moi, la question, dans tous ces points qui résument la carrière de Daniel Ricciardo, moi, il y a une question qui, je pense, est centrale dans la vision et le bilan de sa carrière, c'est 2014. Ah oui. Est-ce que 2014 n'est pas en fait le trompe-l'œil de sa carrière ? C'est-à-dire que quand on le voit débouler et battre le quadruple champion du monde qu'est Sébastien Vettel, on se dit c'est le successeur, c'est le nouveau. Mais avec les éléments de Jean-Louis Moncet, mais avec ce qu'on a appris sur l'implication de Sébastien Vettel en 2014, on se dit que quelque part c'est cette vision de base qui a peut-être troublé la perception de Daniel Ricciardo. La première cote d'un pilote, c'est par rapport à son coéquipier, et de toute façon, tout le monde le dit tout le temps. À partir du moment où tu débarques chez Red Bull venant de Toro Rosso et que tu sors de 4 ans quasi complète d'archi-domination de Sébastien Vettel et que tu arrives, tu le bats, et avec la manière, en 2014. Alors faut pas oublier que Red Bull est pas la même, parce que si le V8 Renault était extraordinaire, le V6 hybride arrivé dans la monoplace a rendu Red Bull différent, et du coup avec un comportement de voiture différent qui a certainement davantage plu à Daniel Ricciardo, et on n'est pas sur les mêmes momentum de carrière non plus. Vettel, il a tout gagné. En soi, il ne peut que se maintenir au même niveau. Si la monoplace va moins bien, encore une fois, on est sur des cercles différents, exactement comme Hamilton et Russell, quand Russell débarque chez Mercedes. Russell, il a faim, il est dans l'écurie mère, et Ricciardo, c'est pareil. Mais quand en première saison chez Red Bull, Ricciardo bat Vettel, évidemment que sa cote, elle est monstrueuse. Il lui met quoi ? Plus de 60 points. Ouais, 3 victoires à 0, je crois. Il gagne et le nombre de podiums récurrents. Et il termine 3ème au championnat du monde.
cette année-là. Donc derrière, Meilleur des autres, quoi. Voilà. Et ensuite, qui on met à côté de lui Ricciardo en 2015. Kvyat. Kvyat. Pas la référence absolue. Même s'il mange au même resto que toi. Ouais, bah, prouve bien que c'est pas une référence absolue. Oh, si, quand même. Allez, dans ce restaurant, j'ai bouffé avec Giovinazzi et Kvyat. Autant te dire que j'en suis là. Giovinazzi, attention, 24 heures du Mans. Faut respecter. Mais derrière, l'ascension de Max Verstappen. Mais il a aussi ce crédit par rapport au fait que c'est le seul à avoir tenu la dragée haute à Max Verstappen. Mais il faut remettre tout ça en perspective. La monoplace n'était pas encore orientée full Max Verstappen. Par contre, les deux styles de pilotage sont quand même ouais. Plus. Et puis, il y a un truc aussi à voir, c'est que Daniel Ricciardo, c'est un pilote qui est spectaculaire dans l'impression qu'il laisse. Daniel Ricciardo, il y a très peu de victoires de Daniel Ricciardo qui t'ont pas marqué. C'est vrai. Et ça, c'est important. Hamilton, quand il gagne à Silverstone en 2008, il met une impression de puissance à ce moment-là qui est énorme. Et Max Verstappen, quand il gagne, par exemple, quand il gagne dernièrement, il a beaucoup de critiques aussi parce qu'il est très robotique dans sa manière de gagner, comme Lewis Hamilton dans les années, les grosses années. Norris à Zandvoort quand il met un statement. Là, tu vois, là, tu rentres dans ta propre caricature. Il n'y a rien à voir. Mais bref. Ah non, mais c'est pas lui, c'est un salut. Tu vois l'impression qu'il laissait à ce moment-là, et ça vient d'une chose en particulier, c'est que j'ai aucun problème à le dire. Je ne pense pas avoir vu aussi bon freineur sur ces 20 dernières années en mettant Max Verstappen juste derrière. Mais vraiment, sa capacité à freiner, à mettre la bonne puissance, le bon nombre de joules sur la pédale de frein, faire un dégressif comme il le fait, sans bloquer une roue, et aller chercher n'importe qui en venant de nulle part au frein. D'ailleurs, son dernier dépassement en F1, oui, c'est un dive bomb sur un pilote alpine. Exactement, Pierre Gasly, je crois. Non, je crois, mais... Ça, ouais. Mais tout ça pour dire que forcément que ça laisse une impression. Parce que en plus, il dépasse. Encore une fois, ce Grand Prix de Chine où il va gagner là, le dive qu'il fait au virage 1, 2, 3, 4, je crois. Mais c'est un des plus beaux freins que j'ai pu voir en F1 sur les 10 dernières années. Et du coup, forcément, quand tu bats Vettel, tu fais match avec Verstappen, t'es impressionnant dans le visuel de ce que tu donnes. À partir de là, ta cote, évidemment, elle est énorme. Et en plus, c'est ce qui plaît à Red Bull, c'est d'avoir un mec qui est impressionnant en piste. Car on peut capitaliser sur lui. Il marque les esprits. Il marque les esprits. Mais au-delà de ça, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont masqué le fait que Daniel Ricciardo n'est pas forcément un pilote ultra agile, qu'il n'est pas forcément... il n'arrive pas forcément à switcher de réglage, etc. Et en fait, la suite de sa carrière a montré ça. Mais où est-ce qu'il est entre ce que certains considèrent comme étant un pilote qui a fait son temps et qui doit partir, c'est-à-dire maintenant, et un futur champion du monde d'un côté? Je pense sincèrement que la vérité est dans le juste milieu de tout ça, que son début de carrière a été si flamboyant et tout s'est tellement aligné qu'on l'a vu trop beau, et que sa fin de carrière est tellement mauvaise avec un enchevêtrement mental plus des jeunes pousses qui arrivent qu'on le voit trop petit. Mais au final, est-ce que c'est pas un pilote qui aurait pu avoir une carrière totalement différente dans le négatif s'il n'avait pas eu justement cette corrélation pile au bon moment? Je pense que c'est un pilote qui est très fort, mais qu'on a vraiment vu trop beau à un moment donné, ce qui n'enlève rien à tout ce qu'il a fait. Mais je pense qu'on a une visualisation de sa carrière par rapport à la cote qu'il a pu avoir vis-à-vis de la réalité des choses. Surcoté Hamza, Daniel Ricciardo, suite à cette saison 2014, parce que c'était le point de départ justement. C'est les Jean-Louis qui le dit. C'est pas mais j'ai pas la légitimité de Jean-Louis, j'ai pas le pass 500 moi. Moi j'ai le pass 2. On a fait 2 des paddocks. Franchement, je sais pas. Question trop compliquée. Question trop compliquée parce que pour moi, en fait, le mauvais d'un pilote peut s'expliquer, mais le bon d'un pilote n'est pas le fruit du hasard. Tu vois, et ce que j'ai vu de Ricciardo, ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est pas qu'une histoire de timing, ce n'est pas qu'une histoire. Non. Et à partir du moment où moi j'ai vu ça, je sais ce qu'il est capable de faire et d'apporter. Derrière, peut-être que c'est un pilote qui a simplement besoin d'un cadre bien spécifique pour performer, d'une monoplace bien spécifique pour performer, que
Red Bull a su lui offrir, que Renault a su lui offrir, et pas les autres. C'est vrai. Et en fait, encore, je suis désolé, mais dans ma tête, moi, j'ai encore cette histoire de chapeau. Où est-ce que je le mets ? Je sais pas. Tout dépend des moments de sa Mais carrière. ça d'une veut certaine aussi, manière. bien dire que le pilote ne sera jamais décollé Mais de sa monoplace. Est-ce que le pilote, il a plus marqué par ses compétences sportives ou aussi par l'humain qu'il représente, le caractère qu'il dégage ? Là aussi, Mais c'est une est-ce que ça question. doit vraiment compter ça ? Non, mais ça a compté dans sa carrière, en tout cas. Est-ce que ces adieux qui t'ont ému toi aussi aux larmes, Brice, est-ce que ces adieux n'ont pas été aussi forts pour les gens aussi du paddock parce que c'est Ricciardo et pas un autre ? Est-ce Non, mais qu'une autre bien sûr. personnalité qui fait 14 ans en F1, 250 courses dans le top 10 des pilotes les plus capés de l'histoire de la F1, Il y a une tristesse de voir ce mec-là qui a fait ces perfs-là partir de cette manière-là. Je sais pas. Mais Non, mais le marketing, c'est, vrai pas- qu'on- c'est une émotion un peu. Non mais on en a pas beaucoup parlé les gars, mais le marketing, on peut remettre ce tableau. Regardez, à chaque ligne, le marketing a compté dans la carrière de Daniel Ricciardo et pourrait donner l'impression justement du côté surcoté, comme le disait Jean-Louis Moncey. Quand il passe de la Formule Renault à HRT, à ce moment-là, il est en bugne à bugne avec Jean-Éric Vergne. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'on promeuve, qu'on fasse monter Daniel Ricciardo plutôt que Jean-Éric Vergne. Quand justement il part chez Renault et qu'on lui donne un salaire de champion du monde alors qu'il n'a jamais été champion du monde, c'est bien parce qu'il représente quelque chose d'un point de vue market, d'un point de vue... je suis pas sûr. Renault, je suis pas sûr. Tu penses pas ? Pour moi, Renault, c'est l'ambition, c'est de devenir champion du monde avec Ricciardo. C'est pas l'image, le sourire. Ça compte pour un constructeur comme Renault. Moi, quand même. pas sûr. pour Moi, moi, je pense c'est le sincèrement troisième que- pilote qui a la plus grosse cote à ce moment-là. Exactement, Après Lewis ouais. Hamilton et Max En Verstappen. fait, à ce moment, enfin, je vais même te dire autre chose. Pour moi, lorsque Ricciardo quitte Red Bull, à mes yeux, à ce moment-là, j'essaie de me remettre dans la peau du Hamza 2018, 19, ouais. 2019, fin 2019. Est-ce que ce n'est juste pas le meilleur pilote non champion du monde, qui a le plus prouvé non champion du monde ? Tu vois, Verstappen, Oui, c'est encore oui, une oui, promesse oui, qui est en c'est train. vrai, c'est On n'est vrai. pas encore arrivé à ce moment-là dans la C'est série vrai, c'est de la vrai, c'est régularité vrai. totale à de ce moment-là, Verstappen. tu recrutes Vettel ou tu recrutes À ce Ricciardo à ce moment-là, mais moment-là. bien sûr, à ce moment-là, Ricciardo, il a une cote monstrueuse et Renault donne un salaire de champion du monde à Ricciardo parce que Renault veut devenir champion du monde avec Daniel Ricciardo et estime qu'il a les compétences pour devenir champion du Et monde je pense chez Renault. à aucun moment C'est Renault pas une fait une histoire de erreur. marketing. Renault Mais fait bien à ce sûr. moment-là, Renault. Tu penses que le marketing... Alors, attention, je dis pas qu'il y a que du marketing, mais je dis pour moi, je pense que le marketing a une... Rappelle-toi, la communication dans la première saison de Netflix où ils se jettent dans la mer, Mais machin... bien sûr, truc. mais sportivement, Renault ça est a un du- constructeur qui a sportiv- besoin de noms aussi. Mais tu vois. sportivement, ça a du sens. Mm. Sportivement, y a-t-il meilleur choix que Ricciardo à ce moment-là Non, pour t'as raison. devenir, Non, pour développer t'as une raison. écurie et l'amener au titre C'est mondial? vrai. Je ne pense pas. Mhm. Et c'est pour ça qu'il est facile après coup de dire Ricciardo n'aurait jamais dû quitter Renault. Encore une fois, je l'ai dit suffisamment oui. ici. Mais de la même manière, on peut pas reprocher à Renault d'avoir tout fait pour donner à Ricciardo, avec un gros salaire, les clés pour permettre à l'écurie de devenir... C'est une histoire de timing. C'est pour ça que ça reste une énigme et qu'on peut trouver des raisons d'un côté à ses performances incroyables, des circonstances favorables, et on peut aussi trouver des circonstances défavorables à ses non-performances après. Mais en fait, la chute est tellement violente, Inattendue, vertigineuse, qu'effectivement, inattendue. il va rester une part de mystère dans la décadence de cette carrière. Aujourd'hui, si on regarde la question du débat, Ricciardo est-il le pire gâchis du 21e siècle ? Ben, j'en sais rien. Genre, non mais vraiment. En train de se faire un débat, on n'a aucune réponse. Non, C'est mais vrai, en c'est vrai, fait, t'as raison. mais parce que c'est une question que je me pose. Bien sûr, Mais, bien sûr. mais quand je mets tous les éléments rationnels sur la table que je connais de par ce qu'on a pu étudier, travailler et notre mémoire et notre culture F1, C'est vrai que c'est un cas unique. c'est un cas. Unique. Et du coup, bah, en fait, le seul élément de réponse que j'aurais pu avoir presque, c'est qu'on refoute Ricciardo dans la Red Bull. Pour voir. Parce qu'il, pour moi, n'est pas totalement exclu pour 2025. On sait jamais. Mais encore une fois, C'est de l'ordre de C'est l'improbable, pas mais tot- je peux pas l'exclure. tu sais pourquoi c'est pas totalement exclu ? Parce que son retour chez AlphaTauri, tu sens déjà que c'est un cadeau. Ah oui. C'est un cadeau. C'est genre. Enfin, c'est un cadeau on avec va- le plan final de D'aller remplacer chez Red Non mais Perez c'est le chez gamin, Red Bull. c'est le gamin qui est parti de chez ses parents un peu trop tôt, qui a tenté une aventure et puis qui se retrouve à la rue, qui retourne chez ses parents. Ses parents vont pas lui dire bah vas-y, bon, allez, on te récupère, on te met dans la petite écurie et en fait on va te faire suivre le cycle normal des choses. N'oublie Mais jamais avec que... cette confiance-là, même avec cette confiance-là, sans la pression de Zach Brown, sans la pression d'un Lando Norris qui en avait absolument rien à foutre de le détruire,
Même là, il n'a pas performé. C'est-à-dire que même là, on avait encore été surpris. Parce qu'on s'est dit, s'il y a bien un cadre dans lequel il peut quand même se remettre, ça sera Amima AlphaTauri. Pas de pression, Tsunoda, des déclarations à chaque fois de Pierre Gasly sur l'aspect familial d'AlphaTauri, le côté, l'esprit sain, l'environnement sain par rapport à chez Red Bull. Donc là, tu te dis, toutes les cartes sont offertes à Ricciardo. Là, il n'a plus d'excuses. Et en même temps, ça aurait été un peu injuste de le foutre direct dans la Red Bull. En fait, combien aspire à ça et lui il se barre, il revient. Tu vois. N'oublie pas qu'il y a eu plusieurs étapes quand il revient chez Red Bull après son passage chez McLaren. Il y a dans un premier temps ce rôle de pilote influenceur, même si on comprend bien quand. Non mais c'est vrai. Il fait du simu quand même. Mais... Ouais, enfin bon, c'était pas. Il était. Oui, il fait les Media Days. Oui. Il était très présent sur les paddocks. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, en fait, on commence du côté de Red Bull à essayer de se justifier quant au fait que Daniel Ricciardo deviendra le pilote Red Bull. Il va revenir, dans 12 mois, dans 10 mois. On lui remet une légitimité dans le paddock avec un maillot Red Bull sur le torse. C'est exactement ça. Regardez les stats, les gars, de Daniel Ricciardo. Elles sont quand même colossales, ces stats. 257 courses, 8 victoires, 32 podiums, 3 pole positions. Alors, je ne vais pas reposer la question que tu as posée tout à l'heure. vous le mettez quel chapeau, les gars, sur ces 14 dernières années? Si on fait rapidement le truc sur ces 15 dernières années... Vas-y, 10 chapeaux sur les 15 dernières années, du coup. Non, mais si on garde que les 3 premiers chapeaux... Voilà, ça veut dire qu'il y a que Alonso chapeaux derrière. Oui, voilà, tu mets Alonso, Hamilton, Verstappen, ça évidemment, c'est intouchable. Vettel, tu le mets chapeau 1. Oui. Non, 4 titres de champion du monde. Non, mais en fait, je suis en train de... En même temps de... Oui, je vais mettre Piastri. Non, bien sûr que non, mais tous les autres pilotes, en fait, j'ai pas envie d'aller trop vite. Donc là, t'en as 4. Il manque une place chapeau 1 que tu pourrais attribuer Rosberg, je le mets plutôt en dessous, évidemment. Button, je le mets en dessous, donc c'est plutôt chapeau 2. Je sais pas, balancer des noms. Non, mais ça, t'as raison, je suis en train de réfléchir. Kimi, tu le mets chapeau 2 Kimi, je le mets. Mais pas 3, j'en suis mais pas 3. Depuis 2011, tu dis non, mais des pilotes comme Raikkonen, on va aussi prendre la première partie. Voilà. On prend 21e siècle, en effet. Non, mais dans ces cas-là, ok. Donc on met Schumacher aussi chapeau 1. Oui. Kimi chapeau 2. En fait, le chapeau 2, il va rapidement se remplir. Mais si tu prends le 21e siècle, Rosberg, il est même pas chapeau 2. Non, mais t'as raison. Mais je te compare une carrière, par exemple, à celle de Juan Pablo Montoya. Quelle est la cote? Tu vois, Juan Pablo Montoya, l'impression. Pourquoi Mais parce qu'il y a une impression, mais que le gâchis, c'est de ne pas l'avoir vu plus longtemps. Enfin. Oui, ben là, le gâchis, c'est de l'avoir vu plus longtemps. Parce que du coup, purée, à chaque fois qu'on l'a vu, mais c'est vrai, à chaque course, sa cote, elle tombait dans nos yeux. L'histoire des chapeaux, on sort de Renault. On le met au Ricciardo, c'est indiscutable, 2 minimum. Et peut-être quelque chose à aller chercher en disant si il sort de Red Bull, c'est 1. Tu peux pas le mettre dans la même catégorie qu'Alonso et compagnie quand même. Ah oui, par rapport à tout ça, oui, d'accord. Mais si on fait les chapeaux sur l'instant T 2018, non, je parle de pareil sur les 15-20 dernières années. Tu vois, et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tu le mets hors chapeau? Est-ce qu'aujourd'hui tu le mets derrière moi j'ai l'impression que le résultat de ce débat c'est qu'il est hors chapeau. Est-ce que tu le mets déjà derrière la nouvelle génération, les Russell, Norris? Est-ce que tu le mets derrière? Peut-être la fin de carrière de ces gars-là pour voir. Attends, mets-toi à la place d'un patron d'écurie aujourd'hui. À quelle position dans ton classement de recrutement tu mets Daniel Ricciardo? Mark Webber, tu le mets où par rapport à Ricciardo? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on l'a pas vu après Red Bull. Et Mark Webber a eu la voiture dominante quand il était chez Red Bull. Barrichello, tu le mets où par rapport à Ricciardo? Mais c'est des mecs en fait où ils ont été numéro 2, ils ont été. En fait, c'est des mecs qui, avec le temps et la fin de leur carrière et le fait qu'on voit d'autres pilotes, on se dit pilote classique de F1. Et en fait, on va toujours dire mais attends, tu te souviens pas de ça. En fait, il va rentrer dans cette catégorie de pilotes là. Pilotes qui, du coup, statistiquement n'auront pas marqué la discipline du tout. Mais dans l'impression sur certaines périodes, mais au même titre que Massa. Après, la différence avec tous ces pilotes, c'est que Ricciardo n'a jamais eu la voiture dominante quand même. Il arrive en 2014. Il a jamais eu la voiture dominante en 2014. Tu vois, c'est ça aussi. Il n'a pas eu la voiture dominante, mais il a eu une voiture performante. Après, il faut se poser la question aussi. Pourquoi Mercedes? Pourquoi Ferrari? Mais c'est ça, c'est n'est pas allé le chercher. Ferrari en 2020. Alors, il y a un boulevard pour aller le chercher. Il y a un boulevard pour aller le chercher. Parce qu'en fait, il se barre à partir du moment où Sainz libère la place chez McLaren. C'est Ricciardo qui signe chez McLaren. Et du coup, de par ça, Ferrari recrute Sainz. Je crois que c'est concomitant, hein. Non, c'est Vettel qui annonce sa retraite, Sainz qui est recruté, et derrière Ricciardo part chez McLaren. Voilà, c'est ça. Mais au moment où... T'as dit retraite, c'est pour ça. Pardon, oui. Non, mais quand un peu... Rappelez-vous l'émission qu'on a fait, quand Vettel part, on est tous persuadés que c'est Ricciardo qui va reprendre le flambeau. Oui, et surtout qu'on fait une émission, on est en avril 2020, ou en mars 2020, que un mois avant,
Alors, pour le coup, on va faire une petite anecdote de paddock. On en a peu alors en balance. Un mois avant, on est à Barcelone avec les gars. Et donc moi je me tape tous les plans à faire pour avoir des barcos à foutre derrière. Pendant que nous mange des burgers. Alors que toi tu foutais rien déjà. La seule chose que tu foutais c'est genre Brice, il y a Stroll là-bas. Véridique ou pas? Tu surjoues un peu, mais le pointeur. L'idée. Hamilton il est là. Enfin, Vraiment genre un autre genre de pointeur, s'il te plaît. Ouais. T'es gentil. J'apprécie pas trop. J'apprécie. Non, je voulais dire fixeur. Excuse-moi, je voulais dire fixeur. C'est deux choses complètement Mais oui, vraiment. Non, mais c'était vraiment le. Je me rassure, c'est pas le Hamza que je connais. Non, vraiment. En plus, c'était fixeur que je voulais dire. C'est vraiment le mec qui était là en mode il est là, il connaît la zone. Et derrière, il va me dire c'est là-bas. Mais du coup, et très souvent, on voyait Ricciardo. C'était un des seuls pilotes qu'on voyait aussi souvent dehors. Avec sa petite casquette Renault, avec son sourire jusqu'aux oreilles. Et du coup, c'était un des pilotes qui était plus facile à approcher également. Donc, du coup, moi, je dégaine ma cam, ça machin. Et le soir, je rentre et je me rends compte qu'il n'y a pas un rush que j'ai de Ricciardo où il n'y a pas des tifosi de tous les côtés qui sont en train de dire You should sign to Ferrari, you should sign to Ferrari, come to Ferrari. Et t'es là, yeah, we'll see. et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi qui suis tifosi dans l'âme, spoiler alert pour tous ceux qui. Revoyez vos commentaires. Je me laisse même prendre au jeu du. Putain, c'est vrai. Et pourquoi pas C'est vrai que là, Vettel, il commence à être un peu fini, il y arrive plus de ça machin. Et un petit duo Leclerc-Ricciardo, ce serait pas dégueulasse. On est tous d'accord pour dire ça. Ferrari l'a pas fait. Pourquoi Ferrari l'a pas fait? Oui, bien sûr. Pourquoi Mercedes n'est pas allé le chercher? On en revient aux commentaires de Jean-Louis Moncey. Quand Jean-Louis nous dit qu'il est surcoté, oui. Parce qu'ils me font monter un des mecs de chez Williams en 2016. Ah oui, c'est leur enfant. En 2016, je te rappelle qu'il sort de. Il est 3ème au championnat du monde fin 2016. Hein. Ouais, mais ils ont Bottas. Bottas, Toto Wolff, je vais pas te faire un Oui, dessin. oui. Non. Puis ils veulent pas mettre un deuxième pilote qui peut être numéro 1 avec Hamilton aussi à ce moment-là. Ils sont trop baptisés de Rosberg. Aussi. Mais tout ça pour dire qu'en soi, personne n'allait le chercher. Complètement. Et comme personne lui a donné les clés du projet quand il va chez McLaren, Renault, bien sûr, mais dans une. Et Renault, ça a marché. Moi, je garde l'image d'un Ricciardo. Je passe un appel pour tous ceux qui pourraient le connaître ou éventuellement, mais il faut absolument qu'on parle à Cyril Abiteboul un jour. Ah ouais, de fou. Parce que la dégringolade de ce projet Renault Alpine, la dégringolade de Ricciardo, il doit avoir beaucoup plus de billes que nous. Mais en fait, est-ce que depuis sachez une chose, juste parenthèse là-dessus, il y a peut-être une bonne nouvelle justement à ce sujet-là. On travaille dessus. Il est chez Hyundai, engagé en WRC, mais Hyundai devrait arriver en WEC. Et si Hyundai arrive en WEC sous la bannière d'une autre marque du giron Hyundai, ce serait sans doute Cyril Abiteboul qui serait le boss. Et je peux te dire que s'il arrive en WEC, normalement, on pourrait faire quelque chose. Alors, pas 10 minutes, par contre, il nous faut 2 heures. Ah non, un vrai truc. La vraie question, là aussi, encore une fois, on est plus ou moins autour du cas Ricciardo. La meilleure période de Renault depuis son retour en F1. C'est la deuxième année de Ricciardo. C'est Ricciardo. Non, les 2 ans Ricciardo. Ouais. La deuxième année, parce que la première année, t'as des difficultés, c'est adaptation entre Ricciardo. Tu comptes pas Alpine. C'était Palmer, Magnussen à un moment donné. Tu comptes pas Alpine parce que c'est vrai que l'année 2021, elle est pas mal quand même. Je compte Alpine, mais j'ai plus. 2021, pour moi, c'est 2020. Hein. Non, pour moi, c'est Renault. Oui, on est avant la réglementation. Oui, c'est juste qu'Abiteboul part et qu'on a un changement de nom et que t'as Alonso qui arrive. Mais les performances régulièrement aussi, parce que t'as une concurrence. Ferrari, je crois, c'est l'année catastrophique de Ferrari. Oui. Mais on pas pire 2020. On n'a pas connu Renault ou Renault Alpine, ce que vous voulez, bientôt OnlyFans, je sais pas quoi. On n'a pas connu Renault aussi performant que sur cette saison 2 de Ricciardo. Je crois qu'il fait même podium à Portimao ou 4ème à Portimao. Enfin oui, on est bien d'accord. Mais du coup, ça revient aussi à la question de l'aspect mental du truc. À quel point Daniel Ricciardo, sur l'affect, sur le mental, sur tout ça, il peut être sensible sur derrière, avoir confiance quand il est en train de piloter. Parce que... C'est peut-être pour ça qu'il s'adapte pas. Alors, il a peut-être un pilotage très spécifique, mais c'est peut-être pour ça aussi sur l'aspect mental qu'il ne s'est pas adapté à d'autres types de monoplaces. Au début, je me disais... Vous êtes en train de m'émouvoir, les gars. Au début, je me disais... Mince alors. Quand je suis rentré dans la pièce tout à l'heure et qu'il était là, il était sur son ordinateur et il descendait, il voyait que des réactions Ricciardo. Je vous passe les noms d'oiseaux parce qu'il était furieux du but de Jonathan Rowe hier dimanche à la 95e minute. Genre, je t'ai insulté. Mais je comprends pas. Non, pas contre moi, mais je comprends pas Ricciardo. Non, mais encore Ricciardo. Non. Voilà. Et là, 2 heures plus tard, il est là, tu vois, on commence à voir c'est comme des yeux un peu humides. Non mais c'est non mais t'inquiète.
Mais non, mais c'est un pilote. Non, mais mine de rien, pour redevenir sérieux, c'est un pilote qui a compté pour notre génération. Bien sûr, il nous a accompagnés, le mec. 14 ans à F1, Voilà. 250 grands prix. Et ce qui est marrant, c'est et des moments 14 très, très ans, forts. et pour autant, t'as l'impression qu'il en a fait 4 parce que tu te souviens que de Red Bull. Et moi, encore une fois, j'insiste sur Renault. Je me Oui, souviens aussi de Renault. mais d'accord. complètement, Mais parce qu'au final, c'est pas la même monoplace et quand même, il en tire quand même quelque chose de très bon. Mais de toute façon, lui-même le dit. Hein. Enfin, au début, je croyais que c'était de la communication quand il disait je comprends pas ce qui se passe. Alors qu'en vrai, je pensais qu'il comprenait très bien qu'il avait pas les freins de la Red Bull et qu'il avait pas l'avant de la Red Bull. Et à un moment donné où je pense qu'effectivement, il y a réellement un mystère. Vraiment, c'est une anomalie dans ce sport. Tu vois, enfin, il y a peu de monde qui a eu un downfall pareil, pardon, une chute pareille, en passant d'une écurie à une autre entre Renault et McLaren, c'est un truc de fou. Enfin, Et malgré cette image-là, sur les 2% de chance peut-être qu'il a de revenir en F1, si c'est le cas, je le vois plutôt chez Red Bull que chez l'écurie sœur. Est-ce que tu serais satisfait de ce retour? Est-ce que tu te dirais C'est mérité, Red quoi. Bull fait le bon choix? Au-delà du mérite, parce que je pense que sur le mérite on sera tous d'accord. Oui, Mais est-ce que tu te diras Red Bull fait le bon choix parce qu'il s'offre une possibilité d'avoir ce fameux pilote qui a un style un tout petit peu plus proche de Verstappen que Perez, que Albon, que Gasly? Est-ce que tu te dirais Red Bull s'offre peut-être une possibilité que ça marche, même s'il y a plus de chances que ça ne marche pas? en fait, objectivement, c'est si je prends en compte les pilotes actuels de la grille, plus les aspirants, plus ceux qui sont sur la touche en attendant, sur les, on va dire, 30 pilotes qui potentiellement pourraient avoir un baquet Formule 1, pour moi, il est en 25e position de mérite pour avoir ce deuxième baquet Red Bull. Mais c'est un baquet pour si autant- particulier Et pour autant, que tu peux le jumper. c'est peut-être le choix le plus logique. Mais je sais pas si je te dis que c'est le choix le plus logique parce que j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions. Parce que là, tu les auras tes réponses définitivement, de toute façon. Oui et non, parce que c'est pas forcément la même philosophie exactement que 2018. La voiture, elle a 6 ans d'écart. Mais Red Bull fera aussi tout pour le mettre. Ils vont pas. Eh Red Bull oui, n'ira bah pas oui. chercher Ricciardo pour qu'il soit en faire valoir et qu'il non. termine 14e Eh bah en oui. qualification. Mais c'est fou qu'en fait, en termes de mérite à l'heure actuelle sportif, il soit si loin et que pour autant, ça soit dans la logique le choix le plus sportivement. Adapté. Ouais. Ou pas Ouais. inadapté. Ouais. Mais en fait, il y a que les inadaptés. Oui. Donc du coup, t'es foutu pour foutu, tu vois. Ah non, mais foutu pour le deuxième baquet. Oui, je veux oui, dire. bien sûr. Ça fait quand même 6 ans qu'ils se cassent la tête et qu'on en parle assez souvent. Aujourd'hui, t'es obligé d'avoir un pilote et de faire comme tu peux avec pour que, un, il puisse performer, deux, on a ta voiture à max. Bon, bref. Ce qui amène à cette incompréhension de ne pas l'avoir mis cet été chez Red Bull. Oui, pour tenter. Mais du coup, si jamais ça marche pas, t'as plus Perez. Après, tu sais pas, même si on sait que Max Verstappen est très pote avec Daniel Ricciardo, peut-être que Colin Verstappen préfère avoir Perez à côté, je sais pas. Hein. Il y a plein de données dans les coulisses qu'on peut pas savoir. Et Sergio va mieux quand même. Sergio va un peu mieux quand même. Non, mais Alors, bien ça, sûr. ouais, ça mais n'est pas forcément beaucoup mieux hier. C'est ça. Enfin, non, mais lundi, c'est même pas ça. C'est dimanche. que. En fait, Perez, tu sais ce qu'il t'apportera, tu sais ce qu'il peut délivrer avec cette voiture. Mais Ricciardo, t'as Ricciardo, t'as un point d'interrogation aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est Rien que l'aspect mental. Mais c'est le un mettre, peu ça te parler de- permet un peu d'enlever tout le ou point rien. de- Mais c'est un peu le tout ou rien, point Ricciardo. d'interrogation et de mettre un point final. Mais Ouais. tu peux te planter. Ah, carrément. Tu peux te planter. C'est risqué quoi. Mais tu peux aussi, d'une manière assez inexplicable, après C'est un 4 pari, ans ouais, c'est un pari total, de ça. naufrage, le retrouver avec un pilote qui, si l'année prochaine on a Tsunoda, j'ai aucune garantie, alors que Tsunoda il fait une grosse saison, Bien j'ai sûr. aucune garantie. Ah oui, qui performera 2025. Perez dans la Daniel deuxième. Ricciardo, the world champion. Wow. Voilà. Science-fiction. Bah, non, mais en même temps, enfin, j'exagère le trait, mais c'est un peu ce qu'on est en train de dire. C'est peut-être le seul qui est capable d'avoir un deuxième baquet à la hauteur de Max Verstappen, au vu de ce qu'il a déjà montré avec Max Verstappen. Ouais, mais encore une fois. Mais c'est pas Red Bull a changé. Entre ce qu'on a envie de voir et ce qui pourrait se passer, c'est là que peut-être qu'il y a un écart et que la nostalgie nous remplit et nous fait parler avec les émotions. En fait, c'est juste que tout cerveau humain cherche à trouver des réponses et qu'on a l'impression que la réponse elle se situe dans le deuxième baquet Red Bull pour Daniel Ricciardo et que peut-être que justement à vouloir combler les trous on en devient illogique. Mais il nous restera ce trou là si c'est effectivement le club de fin de Daniel Ricciardo. Après c'est 257 courses et beaucoup trop de gâchés. Exactement. Les amis, vous nous dites en commentaire, parce que vous l'avez vu, c'est un débat particulier quand même ce sujet. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire des pistos,
où on a échangé autour d'un sujet auquel en fait on a du mal à apporter une réponse parce que elle est quasiment impossible en fait à apporter. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cet échange et de votre avis, la place de Daniel Ricciardo dans l'histoire récente. Et je pense pas qu'il y ait de gens qui soient, moi je pense qu'il y a personne contre. En fait, on est contre les arguments qui ont été dits. En fait, on a là pour le coup. Personne pense avoir raison, je pense. Ah non, personne ne détient la vérité voilà. en fait. en fait, on cherche à comprendre et du coup, c'est beaucoup du ressenti en fait. J'ai l'impression. Donc, je serais curieux de voir dans les commentaires, selon aussi la génération. Tu les lis voilà. Sur les... Non, mais là en l'occurrence je les lirais si ça dépend si c'est quelque chose. Si c'est quelque chose. le mec hautain. Non, mais c'est la vérité. Cette fois-ci, je demande l'avis du peuple. Mais mais c'est pas ça. Mais en fait, pour répondre à cette fameuse question des chapeaux, tu prends les pilotes des 15 dernières années, époque Ricciardo, auxquels tu peux ajouter ceux qui ont fini fin décennie 2010 et qui ont débuté plus tôt. Tu vois, même les Schumacher, on peut les mettre évidemment. Où est-ce que vous situez Daniel Ricciardo dans les chapeaux 1, chapeau 2, chapeau 3, hors chapeau? Parce que je sais pas quoi retenir de ce pilote. Non, mais c'est très difficile, très très difficile. Vous nous dites les amis, en commentaire, on vous attend bien évidemment. Cette émission est interactive, elle se construit avec vous. Vous avez eu les arguments de Brice et de Hamza. On attend les vôtres maintenant pour boucler le chapitre Daniel Ricciardo, à moins qu'il revienne chez Red Bull l'année prochaine. J'y crois vraiment pas les gars, vraiment ça me paraît non, mais moi non plus je n'y crois pas, mais si il y a une toute petite fenêtre. Et on est obligé de la signaler qu'il y a une petite fenêtre. Non, t'as raison. Et du coup, on se fait l'émission chapeau après Austin ou pas? Ça pourrait être cool. Ça revient que dans un mois les gars tout ça. Sinon on se revoit dans 2 semaines. Franchement, un mois de vacances de F1 après Singapour, c'est pas de refus. Ouais, c'est vrai, clairement. Non, mais après Austin, on peut se faire ça. Hein. Si vous voulez. Selon les performances, les débats potentiels. Titularisation de Liam Lawson chez Red Bull en 2025. Est-ce que Red Bull ne va pas chapeau en direct pour Hamza? Partez pas trop vite en vacances les gars, on va peut-être se revoir dans quelques semaines si l'actualité bouge. Bon, je dis ça, je sais pas. On vous sera au courant. Quelle actualité? Connectés sur les réseaux FT Sport, First Team Sport bien évidemment. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais dit en émission, mais si vous voulez retrouver les actualités des pistonnés, maintenant les comptes n'ont pas disparu. Enfin, oui, dans les faits, mais en fait ils ont été renommés au nom de FT Sport qui nous héberge. Voilà. Donc voilà les amis, vous suivrez ça et si jamais il se passe des choses, on vous préviendra sur ces comptes-là. Bonne journée les gars, bon courage. Ça va faire bizarre de pas se voir pendant un mois et de pas échanger sur notre sport préféré. Sortir une vidéo dans les 4 semaines à venir. Il y en a une dans les cartons là. Il y en a une dans les cartons, mais le carton est gros. Le carton est gros. Mais oui, on vous tient au courant et on va essayer de proposer plein de choses. Ça va être top. Merci beaucoup à tous les deux. Et n'oubliez pas d'ailleurs, parce qu'on a un nouveau commanditaire, vous le savez. Si jamais Daniel Ricciardo signe en V8 Supercar, c'est ça la compète en Australie, abonnez-vous avec NordVPN si vous voulez suivre la suite de la carrière de Daniel Ricciardo. Et on va poster Cyril Abitboul, je te le promets. C'est marrant, on devait en parler en antenne en plus. Oui. Cyril, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu. Flavio Briatore aussi, j'aimerais beaucoup. Ouais. Briatore, il a donné, je fais juste un truc les gars. mais Briatore, ça y est, tu le lances. Les gens ils sont c'est tout seul. Non mais attends, Briatore, il a donné une interview à l'équipe il y a quelques semaines et je me suis dit franchement, sur le plateau des pistonnés, c'est florilège. Franchement, ça serait, je pense, après cette émission-là, je le dis depuis quelques années, mais on pourrait prendre notre retraite, ça serait pareil. Franchement, ça serait... Qu'est-ce que ça donnerait Briatore ici? C'est l'émission du millénaire. Non, Brice. Qu'est-ce que ça donnerait Flavio Briatore ici sur le plateau? Déjà, j'ai pas de lunettes bleues. Ah, c'est petit ici, là, non hein. Là, c'est tout petit, là, il n'y a pas d'espace, il fait chaud, là. Mais Hamza, il va partir au bout de 30 minutes. Je vais prendre la place et je rachète tout, là. Vous voulez pas la faire à Monaco, là, sur le Yacht Club, peut-être, là. Moi, je pense que ça peut être la séquence du siècle. Bref. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, les amis. N'oubliez pas que cette émission est disponible, bien sûr, en podcast. Et n'oubliez pas surtout qu'on a besoin de vos avis pour avancer sur le sujet. Daniel Ricciardo. Et on suit l'actu avec vous. Ciao, les gars. Ciao. À dans un mois. Ouais. Ou avant, si possible.